il y a plus d'importations et moins de production locale. L'objectif, c'est d'évoluer vers les verts pour qu'il y ait plus de production locale et moins d'importation. Et si on arrive à zéro importation, on part cette fois-là de l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ce que son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Haut-Katanga veut, c'est ce que les différents participants de cette table ronde veulent. Parce que la vraie indépendance d'un pays, c'est l'indépendance du ventre, l'indépendance alimentaire. Là, c'est une situation qui nous donne l'état des lieux actuel, province par province, en ce qui concerne les principales denrées alimentaires. Donc vous avez le maïs grain sec, vous avez la situation du poisson et la situation de la viande. Donc en rouge, on présente les écarts. Il y a lieu de noter que par rapport à ces trois grandes spéculations, la province est déficitaire, quelle que soit la spéculation considérée. Et ce tableau, comme je l'ai dit, donne la situation des 6 territoires, mais aussi avant des 2 grandes villes, Likasi et Lubumbashi. Il faudra ajouter la ville de Kasumbalès. Alors là, c'est une situation qui donne les bilans alimentaires de la province du Haut-Katanga. Les données datent de 2015. Déjà à ce temps-là, la province avait besoin de 526 229 tonnes de maïs par an contre une production locale de 199 470 tonnes, soit donc un déficit de 326 759 tonnes, qui était à l'époque couvert, ce déficit, par les importations en provenance de l'Afrique australe. Ça, c'est la situation du maïs. Au jour d'aujourd'hui, les besoins s'élèvent à plus de 800 000 tonnes de maïs par an, tel que l'a indiqué le ministre de l'Agriculture. Comme il s'agit d'une autosuffisance alimentaire, je préfère aussi donner la situation des autres spéculations, quoique la table ronde soit axée essentiellement sur le maïs. Quelle est la situation en ce qui concerne la viande? En 2015, la production locale était de 89 947 tonnes contre un besoin de 107 278 tonnes. Là encore, on note un déficit de près de 17 000 tonnes. Et la même situation s'observe dans la situation de déficit au niveau des poissons. Ce qui est paradoxal au vu des potentialités de la province en termes de cours d'eau qui égorgent énormément de poissons. Même à ce niveau-là, malgré la technicité qu'il y a pour, n'est-ce pas, arriver à faire la pisciculture, nous assistons à un déficit de 52 378 tonnes. Alors ça. Et avec des types de sols, de vertisols, qui sont propices pour le développement des cultures telles que le maïs, commençant par ça, le haricot, les riz et même la canne à sucre. Nous avons aussi la vallée de la Luapula, Moero, avec plus de 100 000 hectares. Et là, en termes de type de sol, nous avons les cambisols. Et là, on peut aussi pratiquer le maïs avec beaucoup de succès, les riz et l'arachide. Au niveau de l'élevage, je me suis permis de parler aussi de ça, même si aujourd'hui c'est essentiellement le maïs. Nous avons des grandes prairies qui peuvent servir à l'élevage des bovins. Nous avons notamment le plateau de Kundelungu dans les territoires de Mitwaba et aussi une partie au niveau de Sakanya, Kasenga et Kipushi, où nous pouvons développer l'élevage des bovins. Et à côté des bovins, on peut avoir aussi l'élevage des ovins, le porc, mais aussi les caprins au niveau des chèvres. Nous avons donc des prairies qui peuvent fournir la nourriture à tous ces élevages-là. Et parlant des poissons, il y a lieu de noter que nous avons des sites de pêche. Nous avons le lac Moero, nous avons le lac Tchangalele, nous avons la rivière Luapula,
avec des espèces qui sont très prisées, des clarias, mais aussi des tilapias qu'on peut retrouver au niveau des ces cours d'eau, sans parler dans un autre concept, des espèces qui ont des valeurs élevées en termes de décoration, donc des espèces qu'on considère comme étant des poissons d'aquarium. Alors quel est le constat, malgré tout ce qu'on a comme potentialité, la situation naturellement du maïs, nous allons rentrer à ce niveau-là, on constate que les 6 dernières années, on a assisté à une augmentation de la production au niveau du maïs, même si on n'atteint pas le besoin, donc on est autour de 200 000 tonnes maintenant. Cette augmentation de la production, ce qui est présenté en rouge, est plus liée à l'augmentation des superficies. On va noter des politiques telles que la mécanisation agricole à un certain moment, la campagne agricole de 2012-2013 et aussi l'implication de certains miniers. Ça a participé à l'augmentation des superficies qui explique l'augmentation de la production, alors qu'au même moment, nous assistons à des faibles rendements. Mais ce que nous voulons justement, c'est accroître les rendements pour que les 200 000 hectares qui sont exploités aujourd'hui puissent arriver à des productions de l'ordre de 600 000 et 700 000 tonnes si jamais on arrivait à augmenter les rendements au niveau des superficies qui sont pratiquées actuellement. Alors pourquoi nous assistons à des faibles rendements? Voilà pourquoi nous allons analyser les différentes contraintes qui empêchent en fait aux producteurs d'arriver à des rendements élevés. Parce qu'il faut noter ici que le rendement moyen au niveau de la province pour la culture de maïs se situe autour des 1000 kg, ça veut dire 1 tonne par hectare, alors qu'il y a moyen d'arriver à 3 tonnes au niveau des petits agriculteurs, et les grands exploitants peuvent arriver à 6 tonnes, à 7 tonnes, pourquoi pas 8 tonnes, pour arriver, n'est-ce pas, à augmenter la productivité. Alors, la première cause, c'est faible fertilité des sols de la province du Haut-Katanga. Oui, c'est un grand débat. Mais il faut dire ici que les types de sols que nous avons présentent certaines carences, et notamment la carence en azote, comme on peut voir en image, ces maïs-là ont la chlorose liée au fait qu'il n'y a pas assez d'azote dans les sols. Et quelle est la conséquence? C'est qu'il y aura des faibles productions et ça va maintenir donc les paysans avec des faibles revenus. Alors la solution immédiatement qu'on peut proposer, c'est l'apport des fertilisants. Mais vous voyez que nous sommes dans une situation de cercle vicieux parce que les paysans avec des faibles revenus ne peuvent pas avoir les engrais pour fertiliser leurs sols. C'est qu'ils vont assister à des faibles rendements, ils vont rester dans leur pauvreté. Et l'agriculture ne sera plus une activité qui puisse être voulue par la population parce qu'elle ne produit pas de rentabilité. Tout le monde l'abandonne pour aller faire autre chose. Alors l'action du gouvernement peut consister à l'apport, à soutenir ces paysans-là avec l'apport des fertilisants, afin d'augmenter le rendement. Et parce qu'il y a faible fertilité des sols, on assiste aussi à l'abandon des terres. On laisse les terres en jachère pour que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, des effets de la jachère. Alors l'autre problème en dehors des faibles fertilités des sols, c'est le problème des matériels génétiques qui ont dégénéré. Dans les villages, on n'a pas accès à la semence de bonne qualité. Et quand on utilise la semence qui n'est pas de bonne qualité, on va assister donc à une faible production. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut apporter des semences améliorées pour augmenter le rendement et par voie de conséquence, augmenter la production. Il n'y a pas que le matériel génétique dégénéré, il y a aussi l'impact des maladies ravageurs. En dehors de toutes les maladies connues dans le temps, notamment la cyclosporiose du maïs, l'hématosporiose, qu'on appelle aussi la maladie des bandes lacérées du maïs, aujourd'hui nous avons une infestation liée à la chenille, la Pseudophthora frigipeda, qui est une chenille américaine qui est venue infester nos cultures. Et ça a contribué à la réduction des rendements du maïs au niveau de la RDC et même au niveau de la province du Haut-Katanga. C'est qu'il y a un problème
qui est constituée par la pression des maladies ravageurs. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser des produits phytosanitaires pour arriver à lutter contre ces maladies ravageurs, mais aussi d'autres techniques culturelles qu'on peut utiliser afin de contrôler, n'est-ce pas, ces maladies. Mais les paysans, avec des faibles moyens, n'arrivent pas à obtenir les produits phytosanitaires. En conséquence, ils restent dans leur pauvreté. L'action serait d'utiliser des produits phytosanitaires, donc un appui en produits phytosanitaires pour augmenter les rendements. Alors, autre chose, compte tenu de ce qu'on a relevé comme contrainte, donc le plan qui sera proposé va donc s'appuyer sur deux leviers ou deux axes. Donc, d'une part, appui aux petits producteurs et de l'autre part, appui aux grands exploitants. Parce que nous l'avons dit, il y a de fortes potentialités au niveau de la province. Il est question ici de viser l'autosuffisance en maïs et c'est possible. Alors, on va appuyer le paysan pour résoudre le problème de moyens qui sont faibles à leur niveau, le problème de liquidité. Les paysans n'ont pas d'argent pour s'acheter la semence de qualité, encore moins l'argent pour acheter les produits phytosanitaires. Il y a aussi le problème d'écoulement des produits des récoltes. J'apprécie ici la coupe là parce qu'en fait, ce maïs-là qu'on produit dans des conditions difficiles, quand on l'amène sur le marché, on ne sait pas tenir. Il y a un problème quand on importe en excès, c'est que les prix sont bas au point que ça ne devient pas intéressant de produire de maïs localement. Quelle est la conséquence? C'est qu'on dépend drastiquement de l'étranger. Il faut renverser la tendance. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'utilisation au niveau des producteurs de matériel rudimentaire. J'ai fait une enquête en 2008 déjà dans le territoire du Cambo où on arrive à 1 hectare par ménage agricole, mais il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui utilisent la moitié d'une cour pour devoir cultiver. On leur demande de faire 1 hectare, ils sont prêts, mais n'ont pas des cours pour cultiver. Au niveau des appuis aux petits producteurs, ce qu'on propose, c'est un schéma. Ça sera discuté demain dans les ateliers selon le plan qu'on a proposé, le plan stratégique qu'on a proposé. C'est que nous pensons ici qu'on peut agir pour améliorer les revenus des producteurs et assurer l'autosuffisance alimentaire. Là, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète? C'est que le gouvernement peut appuyer en termes d'intrants, comme on l'a dit, en apportant des semences de qualité. Il y a des agri-multiplicateurs qui existent, qui produisent d'énormes quantités de semences au niveau local, des variétés améliorées de maïs, notamment Babungo et Inilou, pour faire honneur à notre université et saluer les recteurs qui, depuis sa présence au niveau de notre université, voudraient que l'université puisse résoudre le problème concret de la communauté. Et nous avons travaillé là-dessus pour avoir des variétés améliorées qui peuvent être utilisées dans le programme. Il y a lieu d'appuyer en termes de fertilisants, comme on l'a dit, et sans oublier l'appui technique. Si on donne aux paysans des bonnes semences, on leur donne aussi des engrais. S'il n'y a pas un accompagnement technique pour valoriser ces techniciens qui sont au niveau de l'agriculture, tous ces chercheurs, tous ces ingénieurs agronomes qui finissent, ces paysans ne vont pas très bien utiliser les intrants donnés et ils ne vont pas bien produire. C'est qu'il faut aussi un appui technique pour assister à l'accroissement des rendements. Et une fois qu'on a assisté à l'accroissement des rendements, c'est qu'on a augmenté la production, il y a lieu de construire des silos de stockage. On a dit ici que dans d'autres pays, on voit les champs partout, mais on voit aussi des silos à l'entrée de chaque ville. C'est pour y mettre les réserves stratégiques de la ville. On doit avoir des silos à l'entrée de l'Ikassi, à l'entrée de Lumbashi, à l'entrée de Kasumbalesa, pour servir des réserves en termes de nourriture pour la population qui reste dans ces grandes villes. Alors nous pensons qu'il y a lieu de construire ces silos et ces silos seront alimentés par les retours de ce que les paysans vont donner pour ce qu'on a proposé ici, c'est le modèle où on accorde un crédit intrant. À la récolte, les paysans amènent la contrepartie de ce qu'il a eu comme subvention et acheter aussi à un prix rémunérateur les restes de sa production pour que l'activité puisse être rentable, puisse intéresser tout le monde. À ce moment-là, on ne va pas dire aux gens de cultiver, il faut cultiver eux-mêmes parce qu'ils vont savoir qu'en cultivant, ils vont avoir des bénéfices. Aujourd'hui, ils ne cultivent pas parce que la culture n'est pas rentable, ils abandonnent, ils font quelque chose comme tout le monde et on prend maintenant nos devises
on va acheter à manger, c'est déplorable. La RDC dépense aujourd'hui 1,5 milliard de dollars pour importer les denrées alimentaires. Pourtant, la République du Congo est capable de nourrir 2 milliards d'âmes sur la planète. Et on échoue de nourrir 80 millions. On a des chiffres aussi pour la province du Haut-Katanga. Alors, toujours, on a proposé 2 axes. L'autre axe, c'est appuyer les grands exploitants. Nous avons des grands fermiers. Dans cette salle se trouvent des fermiers qui ont plus de 1500 hectares de masse. Mais ils ont aussi des problèmes à leur niveau, c'est au niveau des crédits. Les banques qui existent ne savent pas donner des crédits avec un taux de remboursement réduit et aussi le problème d'échéance. C'est que l'écriture, vous avez 6 mois, on vous demande de commencer à rembourser 1 mois après l'obtention du crédit. Donc ça devient difficile, ces grands exploitants n'arrivent pas à le faire. On a causé avec des fermiers qui ont 9000 hectares. Ils sont prêts à mettre ces 9000 hectares en valeur, mais leur possibilité actuelle n'arrive qu'à 1500 hectares. C'est qu'il y a des gaps. Pour arriver à le couvrir, ils peuvent obtenir donc des crédits. Et même là, il faut signer des contrats avec ces fermiers pour qu'il y ait remboursement. C'est qu'on peut aussi constituer les réserves stratégiques avec les produits qui proviennent des grands fermiers. Et dans une certaine mesure, on peut voir s'il faut aussi racheter leur production ou alors pour les grands fermiers, on peut ne pas décider, n'est-ce pas, de racheter. Alors, quelles sont les grandes décisions pour finir notre exposé? Nous l'avons dit, c'est que le plan propose d'appuyer les petits producteurs, appuyer les grands producteurs parce qu'il ne faut pas abandonner les petits au profit des grands. On a les modèles des parcs agro-industriels, mais ce qu'on propose, c'est que les parcs agro-industriels soient fédérateurs pour s'occuper de tous les paysans qui sont dans leur périmètre immédiat. C'est ce même modèle-là qui peut être proposé aux brasseries, mais aussi aux minoteries. Ces structures peuvent évoluer dans les systèmes d'agrégés et agrégateurs. C'est qu'on a une minoterie qui encadre autant des petits fermiers qui produisent pour la minoterie. La minoterie a le devoir de fournir les intrants à ces fermiers qui doivent alimenter la minoterie. Ce sont des modèles qui peuvent être discutés au niveau des ateliers. Et nous proposons aussi l'évaluation du plan chaque 2 ans pour voir dans quelle direction on avance. Et la construction des silos de stockage dans les zones des récoltes d'abord et aussi les grandes villes comme nous l'avons dit. La formation des moniteurs agricoles. C'est que les différents groupements, on pense qu'il est important qu'il y ait des moniteurs agricoles pour l'accompagnement technique. C'est ce qui a marché à l'époque belge, où les moniteurs agricoles n'étaient pas là pour demander des taxes, mais plutôt pour accompagner les producteurs afin qu'ils puissent bien produire. La facilitation de l'évacuation des produits agricoles, des centres de production vers les silos pour approvisionner des grands centres de consommation. C'est le système d'agropole que le Maroc a développé et aujourd'hui le Maroc a atteint la fin de la fin grâce à son plan Maroc vert. Donc, nous suggérons qu'il y ait un plan au Qatar vert pour arriver à assurer l'autosuffisance alimentaire de la province. Les drafts du plan stratégique sera soumis à l'appréciation dans les différents ateliers. Il existe, ça fera l'objet donc du travail de demain. Je vous remercie. Salut à toi, futur motion designer, c'est